Mercredi aura vraiment été une journée historique. Écoutez bien tout ce qui s'est passé. Il y a 3 des 7 magnifiques qui ont annoncé leurs résultats après la fermeture des marchés pour une valeur boursière de 10 000 milliards de dollars. Vous aurez les détails dans notre lettre hebdomadaire de cette semaine sur les marchés. La Banque du Canada s'est exprimée dans la matinée avec une baisse des taux. La Banque du Japon s'est manifestée plus tard dans la soirée. Et à 2 heures, la Fed a aussi baissé ses taux de 25 points de base et mis fin à son programme de resserrement quantitatif. Essayons de voir plus clair dans tout cet ensemble de nouveautés. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à AEG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 30 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La Banque du Canada a procédé à une nouvelle baisse de 25 points de base qui porte le taux directeur à 2,25, son plus bas niveau depuis la mi-2022 environ. Selon la ligne officielle, les taux sont désormais à peu près corrects. Dans la pratique, ça ressemble plus à une gestion des attentes qu'à une conviction réelle. Le marché des taux de change, pratiquement pas réagi, mais celui des obligations a bien compris le message. Les probabilités d'une baisse de taux en décembre sont passées de 40 % à 10 %. Le gouverneur Macklem a été clair, le choc tarifaire américain est un frein structurel à l'économie. La politique monétaire peut simplement essayer d'amortir le choc, mais pas le résoudre. Les prévisions de croissance ont été fortement revues à la baisse d'ailleurs. Les prévisions de la Banque pour le PIB à la fin de 2026 sont maintenant 1,5 % plus bas qu'elles étaient en janvier passé. Dans un monde normal, ça devrait faciliter les choses. Mais malheureusement, l'inflation sous-jacente reste proche de 3 %. C'est pas une surchauffe, mais c'est une pression sur les coûts. Donc la Banque ne peut pas faire grand-chose pour lutter contre ça. Notre opinion n'a pas changé. La Banque du Canada a voulu rester assez évasive et a rappelé à tout le monde que la politique monétaire ne peut pas résoudre un choc tarifaire à elle seule, un choc d'offres lié au commerce. Avec des investissements faibles, des exportations sous pression et une consommation en baisse, c'est difficile de considérer ça comme le dernier mot. Ils peuvent dire, en fait, qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais à un moment donné, ils vont devoir revenir à la table. À 2,25 %, le taux directeur se situe déjà dans la fourchette basse de ce que la banque considère comme neutre. En d'autres termes, on est déjà proche du seuil de soutien, sans vouloir le dire trop fort. Lorsque l'économie va être soumise à une pression encore plus forte, c'est ce qui va arriver, il faudra être plus franc et admettre que nous passons en mode de relance. Mais on n'est pas encore là. Macklem a raison sur un point. L'inflation persistante est un problème d'offre et non de demande. Mais affirmer que la politique monétaire ne peut rien y faire, c'est également reconnaître qu'il lui reste plus beaucoup d'outils à sa disposition. Lorsque la croissance canadienne va ralentir davantage, il va devoir choisir entre l'inaction ou une nouvelle baisse des taux. L'histoire montre souvent que ce type de pause technique, comme on est en ce moment là, en train de voir, se transforme en assouplissement. Aux États-Unis, la Fed a procédé à une baisse de taux de 25 points aussi, ramenant les taux à 3,75, 4. Là, eux, ils ont une espèce de fourchette. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont officiellement mis fin au resserrement quantitatif à partir du 1er décembre. Rapidement, souvenez-vous, en COVID, on vous a parlé souvent que les banques centrales avaient, entre guillemets, on disait imprimer de l'argent. C'est un vaste abus de langage, mais peu importe. On appelle ça l'assouplissement quantitatif. Le resserrement quantitatif, c'est l'inverse, et c'est ce que la Fed et la Banque du Canada font depuis 2022. Donc, bref, je reviens. Cette décision-là a été prise après plusieurs semaines de détérioration des conditions de liquidité. Donc, les réserves en ce moment, sans rentrer dans les détails techniques, ce qu'on appelle les repo rates, en français, ça serait les prises en pension inversées. OK. Bon, ces taux-là, les réserves et la quantité d'argent pour ces facilités de liquidité-là avaient atteint leur plus bas niveau depuis 2020. Donc, cette mesure-là visait clairement à stabiliser les marchés de financement. Le vote a été de 10 contre 2. Le gouverneur Stephen Meehan s'est opposé, plaidant pour une plus grosse baisse, tandis que Jeffrey Schmidt, lui, souhaitait aucun changement. L'opposition de Meehan s'inscrit dans le camp de la gestion des risques, en fait, de la politique un peu plus trumpiste, qui voudrait aller beaucoup plus vite dans les baisses de taux.
Celle de Schmitt a été une surprise parce qu'il avait soutenu la baisse en septembre malgré des données d'inflation qui se sont améliorées depuis ce temps-là. La déclaration elle-même était équilibrée. La Fed a noté que la création d'emplois a ralenti, que le taux de chômage a légèrement augmenté mais reste faible. L'inflation a augmenté depuis le début de l'année, reste quelque peu élevé, bon, des trucs comme ça. Mais le changement de langage clé est dans l'activité économique est maintenant décrite comme une expansion à rythme modéré au lieu d'avoir ralenti dans la dernière déclaration. C'est une amélioration. Ça indique que la Fed considère que la croissance se maintient. La fin du resserrement quantitatif a été, comme je le disais tantôt, confirmée. Donc, ce qui veut dire que les bons du Trésor là, vont être désormais entièrement réinvestis lors des enchères. Les marchés ont largement pris cette décision avec philosophie. C'était assez attendu. Les actions sont restées stables ou un peu baissiers. Les rendements 10 ans ont légèrement augmenté. Le dollar s'est légèrement amélioré. Bref, la décision avait tellement été annoncée, là, on savait tellement que ça s'en venait que la réaction a été plus un soupir qu'un enthousiasme réel. La combinaison de conditions financières plus souples, d'attentes accommodantes et désormais une fin explicite du resserrement quantitatif rend la politique monétaire la plus accommodante qu'elle a été depuis des années. C'est ça le plus important ici. Vous vous souvenez, là, j'ai dit un dicton récemment, « Don't fight the Fed ». Il ne faut pas s'opposer à la Fed. Donc, quant à Powell, il n'a pas donné grand-chose. Le shutdown du gouvernement, ça limite assez les données officielles. Il est allé avec les principes généraux, pas d'indication, pas trop de surprises, pas trop de faux pas. Fait que la Banque du Canada et la Fed vont dans la même direction, mais pour des raisons différentes. La Banque du Canada réduit les dommages causés par les histoires de tarifs et droits de douane, tandis qu'on fait face à un ralentissement de la demande intérieure. Mais la Fed réduit ses taux pour contrôler la liquidité et les risques liés au marché du travail, tandis que la dynamique inflationniste, elle, n'est pas un problème. Les deux institutions assouplissent leur politique, mais elles gèrent les attentes plutôt que simplement là, aller all-in, comme on dirait. Au Canada, le ton plutôt juste, là, que les taux sont à un niveau plutôt juste, ne tiendra pas si la croissance continue de ralentir. On prévoit toujours une nouvelle baisse de la Banque du Canada en 2026, une fois que les données sur l'inflation auront confirmé le ralentissement. Aux États-Unis, le resserrement, comme je l'ai dit, est terminé. Donc ça, c'est bon pour les actifs à risque, c'est bon pour les actions. Ça atténue les tensions sur la liquidité, ça réduit ce qu'on appelle les risques extrêmes, là, donc sur la courbe normale, là, les risques anormaux. Disons. Avec le ralentissement du marché du travail, une troisième baisse de gestion de risque prévue pour décembre, la barre est haute pour une surprise qui serait plus agressive. Autrement dit, là, pour que la Fed redevienne en mode resserrement, ça prendrait toutes que des nouvelles. 2 baisses, un seul message, le chapitre du resserrement est clos. Les décideurs politiques gagnent du temps, la Banque du Canada contre les tarifs et la faiblesse de la croissance, la Fed contre les frictions de liquidité et les risques liés à l'emploi. Pour la Fed, les décisions semblaient déjà prises. Hein. On devrait avoir droit à une nouvelle baisse cette année, quoique Powell semblait un peu mettre de l'eau là, sur cet enthousiasme-là. Mais bon, ça devrait arriver. Au Canada, par contre, c'est moins clair. Si les données continuent de s'affaiblir jusqu'en 2026, eh bien, éventuellement, gagner du temps ne suffira plus. La politique monétaire devra en faire un peu plus. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, partagez-le à collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG Gestion de patrimoine n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché.
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.